Je lui ai fait sur cette banquette une cour assise. Je cherchais à me séduire. Il y avait le tout. Ben, j'ai réussi. Hein? Le résultat est là. Ça va faire 10 ans, là. Oui, bientôt. Mais sans elle, il y a une foule de choses que je ne pourrais pas faire aujourd'hui. On se comprend, là. J'ai eu une vie extrêmement agréable, mais très dure, hein? Très, très dure. Et pendant toutes ces dernières années extraordinairement compliquées, là, les 10 dernières, vous savez, monter un référendum sur l'indépendance d'un pays, le mener presque à terme, se casser la figure de très peu, démissionner, sortir de là, avoir ensuite à revenir comme une sorte d'aumônier chaque fois que ça a l'air de se détériorer. Hein. Et tout ça en 10 ans. Sans elle, j'aurais jamais pensé à le faire. Vraiment. C'est beau, ça, non? Quand même. Je sais pas, t'essayes encore de m'avoir, là. C'est sûr que ça a surpris. Puis, je pense même que ses enfants, quand ils se sont doutés qu'il y avait peut-être quelqu'un dans sa vie, ben, ils auraient pensé que ce serait quelqu'un de différent de moi. Quelqu'un, par exemple, qui aurait connu à une autre époque une personne plus sérieuse. Parce qu'il faut dire que j'aime beaucoup la vie, j'aime, d'ailleurs, je pense que notre union l'a rajeuni, lui a redonné de nouveaux projets personnels. Et c'est ça, mais ça se passe bien, ça s'est bien passé. Monsieur Parizeau n'a pas de tendance, il n'est pas réputé pour écouter là, les autres. Je pense qu'il a beaucoup écouté sa femme du temps où il était premier ministre, dans la perspective que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire de se rapprocher des gens. Elle voyait bien qu'il était aux antipodes de la sensibilité québécoise. Mais ça, Lisette, elle comprenait tout ça, puis elle essayait de faire en sorte qu'ils saisissent quand même un peu, disons, l'âme québécoise. Un homme si rigide en politique et qui, oui. En amour, vous avez raison. Devient... Hein? Vous avez raison, c'est très, très frappant, c'est touchant, comme vous dites. Ah oui, il l'aime, hein? Puis il l'aimait, puis alors ça... oui, ça transparaissait... oui, tout à fait, ça, il l'affichait, cet amour. Il l'affichait. Il a rencontré Mme Lapointe. M. Parizeau est devenu un homme joyeux et heureux. Et ça a transformé sa vie. Il est devenu un peu adolescent, comme l'amour peut rendre. C'est normal. J'avais jamais vu M. Parizeau danser. Il danse très bien d'ailleurs. Avec Mme Lapointe, il dansait, chantait. J'ai vu M. Parizeau sans cravate, chose que je n'avais pas vue souvent avant. C'était l'amour. Il a fallu 38 ans à Jacques Parizeau pour en arriver au moment fatidique. Le moment entrevu sur le train pour Banff. Le point de non-retour. Je pense qu'aujourd'hui, le Québec va gagner. Je le crois profondément. Monsieur Parizeau, c'est le projet de votre vie. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Heureux. Oui.
Heureux. Êtes-vous inquiet? Non. Cette idée de « on n'est pas prêt » est une idée qui, politiquement, nous a toujours fait beaucoup, beaucoup de mal au Québec. Et là, je pense qu'on était prêt. Puis on y allait. Il aurait préféré le faire seul. Ça, c'est certain. Mais il a tout de suite compris qu'il ne pourrait pas le faire seul. Et il disait toujours, pour la souveraineté, la maison est prête à tous les sacrifices. Et c'était tout à fait vrai. Et le nombre de sacrifices qu'il a fait pour arriver à presque faire la souveraineté sont considérables. Sacrifices d'ordre politique et d'ordre d'ego personnel. Merci. M. Parizeau, je pense, a fait un très, très gros effort quand il a annoncé que Lucien Bouchard serait son négociateur en chef. Ça doit être la chose la plus difficile. Et là, ça prouve quand même son abnégation. Peut-être que c'est depuis ce temps-là qu'il en veut à Lucien Bouchard, par exemple, là, d'avoir dû faire ça. Et puis laisser la première rangée, en quelque sorte, à Lucien Bouchard, parce que, bon, il savait bien dans nos comtés, moi, je faisais du porte-à-porte, puis les gens disaient, ah non, avec Parizeau, moi, je voterai pas oui. Puis quand on leur posait la question, mais si c'était Lucien Bouchard, qui était, disons, le négociateur, mais qui devenait, bon, le numéro 1, bon, de cette campagne référendaire, avec M. Bouchard, je pense que oui. C'est sûr que si on regarde simplement les tendances lourdes, c'est-à-dire le vote francophone, on pouvait penser qu'on gagnait. C'était fort. Écoutez, là, 61% des francophones ont voté oui au Québec. Sur l'île de Montréal, 68% des francophones ont voté oui. C'est fabuleux, ça. Ça veut dire que toutes les grandes peurs, les frousses qu'on faisait passer, tout ça, on avait réussi à les gommer. Moi, j'étais fier de moi, là, quand j'ai vu des chiffres comme ça. Ça fait 30 ans que j'essaye de faire en sorte que sur le plan économique, les gens cessent d'avoir peur. Et là, ça marchait. J'avais la conviction qu'on pouvait gagner et que le combat qui était le combat de sa vie, M. Parizeau, là, le combat de sa vie, le combat pour lequel il avait tant investi personnellement, là, arrivait le moment où on pouvait le gagner. Il n'y a, dans mon esprit, aucun doute. Chaudière-Appalaches, on parle de la Beauce, de la région de Lévis, de Montmagny-Lillet. Oui, alors c'est très serré, c'est presque l'image du Québec. 50,3 mais c'est quand même le oui qui passe de 42 à 50,3. Mauricie-Boisfranc, donc les deux rives du Saint-Laurent, Shawinigan, Trois-Rivières, l'autre côté de la rive. Oui, en ondes, on aperçoit M. Parizeau ici. Vous le voyez, il semble particulièrement inquiet. Je comprends, mettez-vous à ma place, que je sois inquiet. Je joue ma tête là-dessus. Là. Je suis inquiet, bien sûr, je suis inquiet. Le vote, il arrive, mais on n'a pas encore le vote de l'ouest de Montréal. Il y a des gens qui s'excitent et qui applaudissent. Je faut être prudent. Puis est-ce qu'on a des nouvelles de telle région? Puis, oui, ça rentre. Oui, non, ça rentre pas. Et là, on n'a pas fermé le store vénitien de ma loge, si bien qu'en bas, on me voit me promener de long en large. Catastrophe, chiard, effrayant, interprétation. Quoi, je t'inquiète. Hein? Puis... Interprétation. Ah oui, interprétation, parce qu'à un moment donné, je les ai vus, ces images-là. À un moment donné, j'ai un verre à la main. Ah, il y a un verre à la main. Il doit être sous. Bon. Pas du tout. Pas du tout. Non, ce que je veux dire, c'est non. C'est absolument aucune... rien n'a pu être attribué à autre chose que ce que Jacques Parizeau pensait fondamentalement à ce moment-là, et surtout pas à l'alcool ou à autre chose.
on n'était pas nombreux et il ne se disait pas grand-chose. Hein? C'était très silencieux. Et c'était silencieux quand on pensait que oui gagnait, puis c'était silencieux quand on pensait que le non gagnait. Et puis, de toute façon, Jean-Voyer parle normalement jamais par des phrases de plus de 3 mots. Alors, à un moment donné, il dit quelque chose, je ne me souviens pas exactement. Bon, M. Parizeau, je pense que ça ne passera pas. C'était non, c'était perdu. C'était très, très émouvant ce moment-là. On était à fleur de peau. Hein. Ça faisait très, très mal. Ça faisait mal, puis on n'était même pas capable encore. Moi, en tout cas, personnellement, je n'étais même pas encore capable d'en mesurer les conséquences. Mais ça, c'est sûr que ça allait changer, toucher terriblement mon mari pour le reste de ses jours. Vous souvenez-vous de ce que vous lui disiez? Non. Non, je peux pas me souvenir de ça. C'était... non. Sûrement que je lui disais quelque chose de très ordinaire, dans le style, écoute, on va se reprendre, j'ai eu du beau travail, tu vas pouvoir continuer. J'ai dû dire quelque chose d'aussi con que ça. J'avais échoué. Et là, ce soir-là, j'ai vu à peu près ce qui suivrait. C'est-à-dire que la victoire a des pertes innombrables et que la défaite est orpheline. Il y a un moment où Jean a décidé qu'il fallait commencer à discuter de ce que M. Parizeau allait dire. Mais c'était trop pour M. Parizeau parce qu'il était trop pris par le poids de l'échec. Et ce dont il voulait discuter, c'était ce que ça lui faisait à lui. En fait, je veux dire, ça sortait, là. C'était vraiment le fait qu'il avait perdu, qu'il avait été... c'était très curieux parce que ce qui revenait, c'était le fait qu'il avait été insulté toute sa vie. Il avait été insulté toute sa vie. Puis là, nous, on essayait de dire, bon, écoutez, c'est quand même un grand pas en avant pour le Québec. On est passé de 40 à 49. Je veux dire, au début de la campagne, on ne savait même pas si on allait reproduire le score de 80. Moi, j'ai toujours pensé que oui, mais quand même, il y avait une incertitude. Puis là, on est au seuil de souveraineté. Là, plus rien n'est pareil. Et 49, on voit bien là, que c'est pas le statu quo. Là. Bon, mais lui, il n'était pas du tout là-dedans. Lui, il était c'était un échec personnel. Hein? Comprenez bien, d'ailleurs, je ne connais pas, moi, de ministre ou d'homme politique qui a été insulté comme je l'ai pu l'être. Encore une fois, je reviens à ce que je vous disais hier. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans notre société ou dans d'autres sociétés à l'égard de qui un journal finance un sondage pour lui demander de se taire? Il faut le faire. Écoutez, là, et c'est pour ça qu'il faut se demander pourquoi. Puis effectivement, chaque fois que je pense à ça, je me dis, mais tu as eu contre toi toute ta vie, finalement, les fédéralistes, enfin pour une bonne partie de ma vie, les fédéralistes et les souverainistes, faites jaune, ça.